Professeur André Grimaldi, le titre est parlant de votre dernier ouvrage. L'hôpital nous a sauvés, deux points, sauvons-le, point d'exclamation. Parution donc octobre 2022. Alors ce qui est frappant, c'est avec une très importante préface du juriste Alain Supiot, vous êtes d'accord avec lui sur l'effondrement de l'hôpital public, on reviendra sur ce terme. Mais ce livre, un peu comme toutes vos analyses, est divisé en deux parties, une partie diagnostic et une partie, évidemment, traitement. Et moi, ce qui m'intrigue toujours, une fois qu'on a fait le bon diagnostic et que l'on indique un certain nombre de traitements qui, théoriquement et pratiquement, pourraient être partageables, on peut dire, en gros, on sait à peu près ce qu'il faudrait faire, mais on constate qu'on ne le fait pas. Mais alors, vous me direz tout de suite, comme on dit, on, c'est qui? Parce que, comme disait Alain, on ne pense pas. Donc, mais néanmoins, ça c'est quelque chose de très frappant, c'est-à-dire on a le diagnostic, mais on n'arrive pas à mettre en œuvre les solutions qui permettraient d'éviter cet effondrement. Alors partons de cette interrogation, professeur Grimaldi. Oui, c'est une question que je me pose également, hein. La première réponse, elle est que les systèmes de santé, pas seulement français, mais dans l'ensemble des pays développés, c'est des histoires longues. Et on est prisonnier de son histoire. Le système américain, eux, ils ont un débat public sur la santé depuis longtemps, est prisonnier de son histoire. Même l'Obamacare a été transféré aux assurances privées. Enfin bon, le système de santé anglais, le NHS, malgré Margaret Thatcher, reste un NHS auquel les Anglais sont attachés. Donc il y a cette notion-là. C'est-à-dire que on est comme prisonnier de notre histoire. C'est vrai, notre mal vient de plus loin. Notre mal vient de plus loin. Regardez, 45, on peut dater de 45 pour la France, c'est un compromis historique à tout niveau. Ça va être la sécurité sociale, mais tout de suite, la mutualité compte, parce que la sécurité sociale lui fait concurrence, et on va inventer un truc incroyable, typiquement français, qui n'existe qu'en France, le soi-disant ticket modérateur de 20% à l'hôpital, 30% en ville, que vont gérer les mutuelles. Donc on a une double gestion. C'est un truc typiquement français. Voilà, on a la médecine publique, hospitalière et de centre de santé, et la médecine libérale, et il faut attendre 71 pour la première convention. On aura, la Sécu est financée par des cotisations liées au travail, donc elle n'est pas universelle. Vous habitez la France, vous n'êtes pas couvert, il faut travailler. Ce n'est qu'avec la CMU, c'est-à-dire 2001, que la Sécu devient universelle. Vous habitez en France, vous avez la sécurité sociale. Avant, pas du tout, c'est lié au travail. Donc avec le chômage, alors avec le plein emploi, c'est pas un gros problème. Mais donc on voit la portée très longue de décisions. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'évidemment, ça se heurte à des intérêts matériels et financiers. Dernier épisode, Olivier Véran, sûrement avec l'aval de l'Élysée d'Emmanuel Macron, lance la formule Grande Sécu. Ah oui. La porte a été vite refermée. Oui. L'ensemble des intérêts de la mutualité et des assurances privées, qui renvoient notamment à des politiques, Parti socialiste, la droite et les assurances privées, mais aussi à des intérêts financiers colossaux, sont montés au créneau, aussitôt. Et le président Macron a dit la Sécu cathédrale, il n'en est pas question. On a refermé la porte sans qu'il y ait de débat dans la société. Hein. Ça nous coûte 7,5 milliards cette rente. Donc il y a des intérêts. La tarification de l'activité, les directeurs d'hôpitaux, c'est lié à leur pouvoir, c'est pas lié seulement à un problème de gestion.
c'est que derrière, c'est eux qui disent faut augmenter l'activité, c'est le tarif qui décide quelle va être l'activité médicale. Et donc tous les médecins arrivent culpabilisés s'ils n'ont pas assez d'activité, promettant d'augmenter l'activité. Autrement, si vous n'augmentez pas l'activité, on va vous diminuer les infirmières, etc. Donc voilà, on est tyrannisé par la tarification à l'activité. Donc mes collègues jeunes collègues de Grenoble s'étaient fait houspiller parce qu'elles passaient leur temps à faire de la télémédecine avant qu'il y ait un tarif. Donc pas de tarif, pas d'activité. Qu'est-ce que vous faites de passer votre temps à discuter avec les parents pour adapter les doses d'insuline des enfants? C'est absolument pas rentable. Vous gaspillez l'argent de l'hôpital. Bon. Et les chirurgiens vasculaires de Valenciennes, qu'on nous cite souvent, sont partis de l'hôpital parce qu'ils n'étaient pas rentables. Alors que les orthopédistes, eux, sont rentables et donc sont reconnus par l'administration. Donc les directeurs d'hôpitaux sont très attachés à la tarification de l'activité. Même Bachelot ayant une formule invraisemblable repiquée à Winston Churchill, c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Donc ça fait des obstacles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à part des situations exceptionnelles, et encore, à chaque fois avec des compromis, 45, 58, guerre d'Algérie, retour du général de Gaulle, la réforme des CHU. Robert Debré. Robert Debré. 68, 70, la grève générale, multiplication du nombre de professionnels de santé, autonomisation des infirmières, la première convention avec la médecine de ville, la loi Robert Boulin qui fait qu'il y a le service public hospitalier, c'est 68, 70. Donc et à chaque fois, ce n'est que des avancées partielles. Donc on se dit, voilà, c'est à l'occasion de crises qu'il y a des avancées. Encore faut-il les préparer. Celle de 58, elle a été préparée par Robert Debré pendant la guerre mondiale. Il avait écrit un projet de santé pour le comité, le CNR. Et c'est le regroupement avec des jeunes médecins mendésistes, politiquement, dans la biologie, Jean Dossé, Jacques Fauvert, Legrain, le néphrologue, qui vont être le colloque de Caen de Mendès France sur la recherche, qui vont faire que naissent les CHU. Donc à chaque fois, on voit que ça avance par bond, petit, partiel. Encore faut-il avoir un projet d'ensemble. Et typiquement, Robert Debré était fou furieux qu'on installe le privé à l'hôpital. Mais c'était une concession pour que les chirurgiens acceptent le plein temps. Alors, notre mal vient de plus loin, mais qu'est-ce qui vous fait penser, puisque vous employez le mot d'effondrement, qui est un mot fort quand même, et que nous allions, j'allais dire systématiquement, vers un mouvement de privatisation? D'abord, c'est ce qu'ont souhaité les plus lucides qui l'ont écrit. On peut leur rendre hommage, parce qu'après, la communication l'emporte, et donc il y a une espèce de sentiment on est manipulé par des mots. Mais ceux qui ont pensé le projet tarification de l'activité, c'est le projet du tournant dans les années 80, donc ça remonte à loin, des think tanks internationaux qui pensent que les services publics doivent être gérés comme des entreprises privées. Ou gérer, ou changer de statut. Et quelqu'un comme Gérard de Paupourville, professeur d'économie, écrit ça noir sur blanc. L'hôpital, en changeant son mode de financement, sera obligé de changer sa gestion et son statut. Et de ressembler, au fond, aux cliniques. Ce qu'oublient ces gens-là, c'est que si l'hôpital doit ressembler à une clinique, l'original sera toujours plus attractif que la copie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les chirurgiens quittent l'hôpital. Dans ce grand hôpital où nous sommes, là, à la faculté, je viens d'apprendre qu'un professeur de chirurgie orthopédique remarquable part dans le privé. On va dire pour gagner de l'argent. Non, d'abord parce que les conditions de travail ne lui sont plus possibles. Non. Il ne sait pas s'il peut opérer ses malades, la chirurgie programmée par rapport aux urgences, parce qu'on a fermé des lits. Donc ça part par en bas maintenant. Quand les internes vont nous dire « je vais aller en clinique parce que demain je serai en clinique, c'est là que je vais faire des prothèses de hanche ou tout », là vous êtes foutus. Ce n'est pas une politique, c'est vos internes qui vous le disent.
Bon, lorsque les malades vont dire, moi-même, quand j'ai besoin de me faire opérer, je vais voir mon collègue, je dis, où est-ce que je vais? Et il me dit, oh, pour ça, va en clinique. Ah, mais pour ça, prothèse du genou, fais-la à l'hôpital. Bon, pour l'école, ça va être pareil pour vos enfants. Donc, vous êtes pris, à un moment donné, ça marche tout seul. Ce qui va arrêter ça, c'est s'il y a le Covid. Parce que là, arrive la pandémie, et là, du coup, voilà, on se dit, le sida, pareil. Hein. Le sida, quand dans la phase initiale, là où les jeunes venaient mourir, avec des infections incroyables, c'était l'hôpital qui était là. Hein, il fallait ouvrir des lits, au contraire, là. On ouvrait les lits, on ouvrait les lits, les infectiologues ont découvert cette maladie où ils étaient complètement désarmés. Bon, comme nous avec le Covid initialement. Pas de traitement, bon, comment on fait? Bon. Donc, voilà, donc on est dans une phase d'autodestruction qui marche toute seule, sauf que les crises sont annoncées. Alors, autodestruction, il y a plusieurs niveaux. Parce que ce n'est pas uniquement parce que l'hôpital, entreprise, entre guillemets, est sous contrainte budgétaire qu'on assiste à ce que vous venez d'appeler l'autodestruction. Il y a aussi les problèmes de formation, des infirmières notamment, le problème des professeurs qui démissionnent. Et donc, c'est tout un ensemble. C'est la mission elle-même qui n'est plus aujourd'hui l'objet d'un possible consensus. C'est-à-dire que il y a 3 maladies à l'hôpital, ce que je dis comme dans la phase diagnostic. L'hôpital est malade de la ville. Hein. On n'a pas construit en France, on commence à le faire, mais avec un grand retard, un service de la médecine de proximité. On s'est accroché au paiement à l'acte, la médecine libérale et les syndicats sont toujours accrochés au paiement à l'acte, qui est inadapté à l'épidémie des maladies chroniques. Ce paiement à l'acte, ça a entraîné une conséquence. C'est le numerus clausus. Parce que le nombre d'actes dépend du nombre de médecins. Bon, et donc, on a serré. Donc aujourd'hui, on est en pénurie de médecins. Bon. Il faudrait qu'il y ait... En même temps, le paiement à l'acte, ça veut dire que cette médecine prescriptive, elle prescrit justement précisément trop d'actes et trop d'examens. Absolument. Trop d'actes et trop d'examens. On pourrait en éviter... 20 à 30%, tout le monde, toutes les enquêtes faites auprès des médecins montrent ça. Bon. Mais il n'y a pas une politique sur ce sujet. Il y a eu un atlas fait par l'IRDES, je me rappelle, qui montrait la disparité non explicable en dehors de qu'est-ce qui explique d'abord la pose de pacemaker, c'est le nombre de cardiologues interventionnels. Bon, qu'est-ce qui explique le nombre de canaux carpiens opérés? D'abord, le nombre de chirurgiens qui opèrent. Donc, à la fois, il y a des endroits où il n'y a pas assez d'activité et d'autres où il y a beaucoup trop d'activité. Bon. Les urgences sont malades de la ville, c'est-à-dire plein de gens arrivent aux urgences alors qu'ils ne devraient pas y être s'il y avait une réponse en ville. Et puis, ça c'est la première maladie. La deuxième maladie a été que la réforme, et Robert Debrun a été conscient, la réforme de 58 s'est centrée essentiellement sur la biologie et la technologie. Et là, on peut dire qu'on a rattrapé notre retard. On a été très bon. Alors maintenant, ça a conséqué. Mais il le dit lui-même en 73, ce que j'ai fait avec la biologie, vous devez le faire avec la santé publique. Bon, dont les maladies chroniques, l'organisation du système de soins. On ne l'a pas fait. Bon, la santé publique a été reléguée. Alors, c'est les scandales qui ont fait avancer. Hein, c'est le sang contaminé. C'est pour ça qu'on s'est dit, voilà, il faut créer un système de santé publique. Et donc, ce ne sont pas des médecins qui ont pensé la réforme du système de santé. Santé publique étant faible, qui a pensé la réforme du système de santé? Des directeurs d'hôpitaux, des gestionnaires et des économistes dans la mouvance dominante qui était une mouvance libérale. Hein, il faut gérer le système de santé comme une entreprise privée. Et puis, on a eu, alors depuis 2008, avec la crise financière et économique 2008, l'idée contrainte budgétaire qui a été suivie en France au-delà des autres pays. On a continué. C'est-à-dire qu'en 2017, l'activité de l'hôpital stagne, Marisol Touraine baisse encore les tarifs de 1%. C'est-à-dire que chaque année, la même intervention a été remboursée moins cher par la Sécurité sociale. 2018, Agnès Buzyn continue, et quand je dis Marisol Touraine, Agnès Buzyn, c'est une manière de parler, c'est Bercy qui décide, c'est le ministère de l'économie. Et on baisse. C'est comme ça que Marisol Touraine peut dire, je vais rétablir les comptes de la Sécu. Elle ne comptait pas les déficits de l'hôpital. Le déficit de l'hôpital passait de 10 milliards à 30 milliards, et on pouvait toujours dire,
on rétablit les comptes de la Sécu. Bon, et Agnès Buzyn, Édouard Philippe, la Agnès Buzyn m'a téléphoné à l'époque en me disant c'est pas la peine de protester. Bercy a décidé, le Premier ministre a décidé, on continue à baisser. En 2019, la crise éclate en pleine figure. Hein. Chacun disant c'est la faute aux prédécesseurs. Sur Hollande, c'était la faute, enfin pour Marisol Touraine, c'est la faute à Bachelot, Hollande, c'est la faute à Sarkozy, puis Macron, c'est la faute à Hollande et la faute à Sarkozy. Bon, donc il se repasse là. Enfin, donc voilà, on a ces crises-là. Et alors, il faut, après, le traitement, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une médecine. On ne peut pas traiter la chirurgie orthopédique comme la diabétologie. Dire on va payer les deux à tarification d'activité, ça n'a pas de sens. Les équipes de soins, c'est pas les mêmes. Leur rôle, c'est pas le même. Les rapports aux malades, c'est pas le même. Donc ça supposerait de dire maintenant on a un hôpital pluriel. Il y a les urgences, c'est une chose. Il doit y avoir une filière urgence. La chirurgie orthopédique, c'est une chose. La maladie chronique, c'est tout autre chose. Des modes de financement, des modes d'organisation. Le rapport avec la ville n'est pas le même. Bon. Nous, on aurait besoin d'avoir des équipes en ville avec des infirmières, y compris des médecins et des infirmières travaillant en ville et à l'hôpital, qui pourraient faire la jonction. Les infirmières de pratique avancée, elles ont 3 missions. Elles peuvent être des techniciennes, des infirmières d'anesthésie, des infirmières de bloc opératoire. Elles peuvent être spécialisées dans le suivi de maladies chroniques. Il y avait les infirmiers psychiatriques qu'on a supprimés, une espèce de folie. Hein, il y a les infirmiers qui peuvent être diabétologues, les infirmières hématologues. Bon. Et puis, la coordination des soins. Les infirmières qui vont d'un centre à l'autre, qui peuvent suivre le malade. Bon. Donc, ça suppose une pensée plurielle. Or, quand vous voyez systématiquement à partir de gestionnaire, c'est une pensée unique. C'est, on a un modèle, les différentes disciplines s'y adapteront. Hein, M. Grimaldi, vous chaussez du 40, voilà du 38, voilà le chausse-pied, vous débrouillez, ça va rentrer. Ben non. Hein, alors, ça suppose le soin palliatif. Là, on discute de la fin de vie. Oui, beaucoup, oui. Comment payer les soins palliatifs? Il y a quand même un esprit fiévreux qui a pensé qu'on pouvait payer les soins palliatifs à la tarification à l'activité. Déjà, mettre soins palliatifs et tarification à l'activité ensemble, il y a quelque chose qui ne passe pas. Bon, le soin palliatif, c'est la fin de vie, et en France, il n'y a pas d'euthanasie, c'est-à-dire que c'est quand même le bon Dieu qui décide la sortie. Le mode de paiement, c'est le prix de journée. C'est-à-dire, c'est des soins de confort, c'est une présence humaine, une absence de douleur. On dit, bah, si ça dure 15 jours, c'est 15 jours, si ça dure 8 jours, c'est 8 jours, c'est un prix de journée. Non, on n'a pas fait ça. Alors, une anecdote, parce que ça illustre, lorsqu'on a mis les soins palliatifs en tarification d'activité, il y a eu une discussion, une commission du Parlement, avec M. Leonetti, de la loi Leonetti. Et M. Leonetti dit à la responsable de la tarification, Mme Aoustin, il lui dit, chère madame, je ne comprends pas votre système. Si le malade arrive à l'hôpital et meurt avant minuit, c'est 800 €. S'il passe le cap de minuit, c'est 8 000 €. Mais au bout de 15 jours, c'est toujours 8 000 €. Je connais des centres qui font sortir le mourant pour le reprendre pour faire 2 séjours au lieu d'un. Ne pensez-vous pas, Madame la directrice, qu'un prix de journée serait plus adapté? Et elle lui répond, Monsieur le député, c'est pas possible, ça remettrait en cause le principe de tarification. Autrement dit, la tarification était devenue un totem. Alors, ce qui est curieux, c'est que, puisque à la fin de votre livre, je le rappelais tout à l'heure, il y a un traitement qui est tout à fait clair et limpide, qui s'appelle 10 mesures essentielles pour l'hôpital. On y reviendra très rapidement. Mais c'est que cette situation que vous décrivez, elle serait l'objet, pas simplement de contraintes comme ça venues d'en haut, mais aussi de ce que vous appelez de techniques de manipulation. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il faut à la fois manipuler le langage, les manières de faire, et voire les manières de penser. Oui, absolument, mais ça c'est... oui, ça ne permet pas le débat. Normalement, dans un modèle démocratique, on dirait, pour un problème comme celui-là, il y a plusieurs possibilités
avantages, inconvénients, examinons, débattons, et puis on a un exécutif, enfin un parlement qui sont là pour trancher. Or, c'est pas ça qu'on a fait. C'est-à-dire on veut aller vers la privatisation, mais on le dit pas. Alors comment on fait? On le dit pas. On le dit pas. D'abord, on adopte une nouvelle langue, comme je vous disais tout à l'heure. On va plus dire le mot patient, mais on va dire le mot client. Et quand je dis ça, c'est pas une caricature. À un moment donné, dans tous les hôpitaux, les services patients devaient s'appeler service client. Bon, on va plus dire répondre à des besoins. On doit dire gagner des parts de marché. Et vous avez tout le monde qui écrit ça. Les hôpitaux ont gagné des parts de marché. Mais il n'y a pas de part de marché. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On répond à des besoins ou pas. Bon. Et donc tout était comme ça. C'est-à-dire qu'on a changé tout ce vocabulaire, y compris d'ailleurs dans la loi Bachelot, on prend les vocabulaires du Code du commerce. Oui, c'est vrai. Ouais. On va parler de conseil de surveillance, de directoire, et c'est pas un hasard si on change les mots. Hein, il s'agit de bien comprendre qu'on est dans une gestion entrepreneuriale. Bon. Et on a retiré le mot entreprise, parce qu'on dit il passe pas. C'est la communication. Alors ensuite, on fait quoi? Les techniques de pas dans la porte. Quand on a mis la tarification d'activité, c'est un changement. Ben, c'est vrai qu'on se mobilise. Alors on va rassurer. C'est le pas dans la porte. Ça ne sera jamais plus de 50% pour la diabétologie. Et puis après arrive Nicolas Sarkozy en septembre, en dehors de tout débat, c'est 100%. Mais ce qu'il y a de frappant, c'est que tout ce que vous dites à l'instant, c'est le déni de la reconnaissance de la santé comme un bien supérieur. Or, quand même, nous sommes dans une époque où se multiplient les réflexions éthiques, que ce soit la chaire de l'Hôtel-Dieu, que ce soit les ouvrages, les collections consacrées au care, à l'éthique du soin, etc., etc. C'est paradoxal. Je ferai un parallèle, si vous voulez. On n'a jamais usé autant du mot République, et en un certain sens, on n'a jamais été autant moins en République. Alors, c'est quand même des paradoxes, enfin disons des contradictions en tout cas. Oui, mais vous avez raison, on parle d'autant plus d'éthique qu'on la respecte pas, qu'on transforme. Mais je me rappelle avoir écrit un mot au philosophe, on se dit on va payer à la qualité. C'est le dernier cri, hein, payer à la qualité. Alors, les anglo-saxons ont fait ça depuis longtemps. Ils ont une qualité, les anglo-saxons, notamment les Américains, c'est qu'ils évaluent ce qu'ils font, plus que nous. Et en gros, ils montrent que ça ne marche pas. Et ils disent combien ils gagnent. Voilà. Et très rapidement. Exactement. Et donc, ils disent ça ne marche pas. En gros, ça n'améliore pas la qualité. Ça améliore des indicateurs. Mais ça dégrade ce qui n'est pas dans l'indicateur. Et puis, quand ça améliore d'ailleurs, c'est transitoire. Et puis, ce qui est efficace, en gros, c'est quand même d'évaluer, parce que ça, et c'est de le rendre public. Parce que quand vous avez la photo, vous dites, oh là là, la photo est moins belle que celle du voisin, ou ma photo à moi ne me plaît pas, vous changez. Mais le financement lui-même, et d'ailleurs, on comprend très bien, parce que nous prêtons serment de la qualité, de nous former, de ne pas dépasser nos compétences. Et en gros, vous dites, mais vous payez pour la qualité. Mais alors, vous connaissez des gens qui disent, moi, je ne fais pas de qualité, c'est mal payé. Enfin, c'est quoi cette histoire? Et puis, à qui il faut donner l'argent? À ceux qui ne font pas bien pour qu'ils s'améliorent? Ou à ceux qui font bien? Mais ils font que leur métier, ceux qui font bien. C'est quoi cette histoire? Et puis, ceux qui font très très mal, ben, il faut surtout fermer, parce qu'ils mettent en cause la vie des patients. Bon, peut-être qu'il faut aider ceux qui font mal pour qu'ils fassent bien. Enfin, donc on est dans une folie, mais ça devient un mot qui est balancé, le paiement à la qualité, le paiement à la qualité. Alors j'avais écrit à des philosophes, philosophes de la santé, en disant, au secours, paiement à la qualité, c'est contraire à l'éthique. Pas de réponse. On peut discuter d'Aristote, des problèmes, des contradictions, des choix dramatiques, mais voilà, on ne rentre pas dans le concret de l'action politique, d'où cette ambiguïté. La méthode est d'ailleurs, il faudrait partir du terrain, du concret. Pas partir de c'est quoi le management, mais partir c'est quoi la médecine. Et à partir de là, comment on la finance. Donc on a marché à l'inverse. Et en gros, ça renvoie au fait que l'économie est devenue la discipline qui décide de tout. En gros, le pouvoir des politiques est faible et ça devient un pouvoir du verbe. Donc on a de très beaux discours. Je veux dire que le président Macron fait des discours tout à fait excellents. Mais il y a une discordance entre les discours et l'action qui crée l'abstention, la défiance, l'abstention aux élections
et affaiblit, enfin, rend la démocratie vulnérable. Alors, parmi vos traitements, il y en a 10, je ne vais pas tous les énoncer. Ceux qui regardent pourront se reporter à l'ouvrage, il y en a 10. Mais alors, bon, vous avez beaucoup parlé de limiter la tarification à l'acte. Il y a le point 5 qui nous concerne tous en tant que futurs patients à l'hôpital, ou pas, mais c'est la cogestion. C'est-à-dire que, et vous n'hésitez pas à dire qu'il pourrait y avoir une cogestion aussi avec les patients. Ça, alors là, ce n'est pas une révolte, sire, c'est une révolution, parce qu'on en est loin de la cogestion, non? Oui, oui, mais en partie, je l'ai connu, pas avec les patients, mais en partie, j'ai connu la cogestion parce qu'il y avait un budget. Hein. Dire cogestion, ça veut dire chez Martin Hirsch a nommé directive administrative une médecin. Bon, moi, c'est pas ça que je demande, que chacun joue son rôle. Mais cogestion, ça veut dire qu'on a un budget, et quel est votre projet médical? Il rentre dans les clous, il rentre pas dans les clous, comment on fait? Quel choix on fait? Bon, et on peut décider, moi, ce que je disais tout à l'heure avec mon directeur. Alors, les patients, les médecins, évidemment, les soignants en général, pas seulement les médecins, ont un domaine qui leur est très spécifique du projet médical, de la capacité à réaliser ce projet avec les paramédicaux. Bon. Le directeur, lui, il a à répartir les moyens entre tous les acteurs. Et les patients, ils ont des domaines bien particuliers, des actions de patients. C'est-à-dire évaluer la qualité, évaluer l'accueil et évaluer les résultats du point de vue des patients. Bon. Donc, évidemment, ils ne sont pas dans une cogestion de répartir les moyens entre les différentes disciplines, mais ils sont en train de jouer un rôle clé dans l'évaluation, si on leur en donne les moyens. Bon. Si leur évaluation n'est pas seulement pour leur faire plaisir, etc. Bon. S'ils ont un mot à dire sur un accueil défaillant. Bon. Alors, donc, ça renvoie à ce que dans la maladie chronique ou dans l'épidémie, comment se mobilise la société sur ce bien le plus précieux. Bon. Donc là, nous sommes quand même historiquement défaillants, même s'il y a eu des progrès. Hein. Donc voilà, le projet médical, il devrait être soumis à aux associations de patients qui sont liées à l'hôpital, pour qu'ils disent ce qu'ils en pensent, et de même pour la formation des étudiants, où il y a déjà des choses qui se passent avec des patients. Concluons par votre propre conclusion. Comment on se mobilise, hein, c'est ça votre interrogation. Si les bons en avant du système de santé naissent des crises, on en a parlé, 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale et le Conseil national de la résistance, 58, la guerre d'Algérie et le retour au pouvoir du général de Gaulle, 68, la grève générale et la nouvelle société. On pourrait continuer, vous auriez pu continuer, mais vous ajoutez ceci, on ne peut qu'être optimiste. Vous êtes comme Alain Supiot, puisque des crises plus sévères encore que le Covid-19 sont annoncées. C'est-à-dire, André Grimaldi nous promet que de nouvelles crises vont advenir et il en fait un facteur d'optimisme historique. Oui, alors donc évidemment, c'est aussi un paradoxe. C'est-à-dire que c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais j'ai écrit ça avant cet été terrible avec des incendies multiples. Bon. Maintenant, c'est les inondations. Donc, on a ces crises. Et évidemment, on a une difficulté avec la prévention. Et ça, y compris le président Macron, je pense, l'a bien compris. C'est-à-dire que pour que la société bouge, il faut qu'elle le vive. On vous annonce une catastrophe, mais tant qu'elle n'est pas là... la prévention, elle n'est jamais vécue, au fond. Si elle est réussie, si vous avez évité d'être aveugle, vous ne saurez pas ce que c'est que d'être aveugle. Donc vous direz, peut-être je me suis embêté pour rien. Enfin bon, on a eu ça pendant toutes les crises du confinement. Hein, qui est, à chaque fois, les décisions ont été prises par les politiques au bord du gouffre, au bord du précipice. Et il a eu beaucoup de chance. C'est un président chanceux. Hein. On était à la limite de la catastrophe, parce qu'on a attendu. Là, les crises à venir, forcément, vont changer. Et là, il y a un problème de génération. Forcément, le
le grand discours sur la santé hors des lois du marché de Mulhouse, il l'a dit, il l'a pas appliqué, il sera obligé de l'appliquer. Parce que la société l'obligera. C'est-à-dire que là, on est dans un mouvement de privatisation, mais les crises vont obliger l'État de jouer son rôle. Alors, ce que je souhaite, c'est que ce soit un État démocratique, participatif, mobilisant la société. Et la société, elle montre qu'elle est, au fond, elle aurait pu être mobilisée beaucoup plus pour le Covid-19. Elle s'est mobilisée un peu sur les balcons pour applaudir, mais enfin, elle aurait pu être mobilisée pour agir. Ça, c'est certain. Hein, et pour agir, ça change tout. C'est-à-dire que dans une crise, il y a deux déterminants pour sortir de la crise, c'est comprendre et agir. Autrement, c'est la passivité et après, dépression et violence. Bon. Donc, comprendre et agir. Donc, les crises qui viennent, voilà, je pense, en gros, moi, je ne connais pas bien le sujet de l'Ukraine, mais de ce qu'on voit, l'invasion russe par Poutine a créé Zelensky. Donc, personne ne pensait qu'il pourrait représenter un peuple au combat. Bon, alors voilà, donc si, en gros, on a eu le CNR, fantastique le CNR, comme programme politique, et par les hommes qui l'ont créé, qui étaient des gens d'exception. Mais réfléchissez, sans guerre mondiale, pas de CNR. Bon, donc le drame peut créer son antidote, peut. Faut-il le préparer encore faut-il le préparer et compter sur les nouvelles générations. Le problème, on pourrait dire, c'est est-ce que le personnel aujourd'hui qui dessine est à la hauteur de la crise qui s'annonce. Si elle arrive, ça c'est un autre sujet. Mais en gros, mon optimisme, il tient que j'optimise dans les nouvelles générations, dans mon fils qui me challenge et me dispute parce qu'il ne me trouve pas assez écologiste et qui bosse sur, y compris, mais je vois que se développent maintenant partout des exposés sur les soins de type écologique, l'hôpital de type écologique, etc. etc. L'ensemble de la société doit se préparer à ces crises et faire une autre politique que celle qui est déterminée par les intérêts du marché et les lois du marché.